Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Vous avez suivi hier le premier épisode de notre série consacrée à Luc Reinhardt, préparé et mis en voix par David Meulvens en conversation avec Aurélie Thiriat-Meulmans, dont vous avez savouré une lecture d'extrait en français puis en anglais. Aujourd'hui, plongeons dans le zen de Vent Blanc, Noir Cavalier, avec encore une fois une lecture bilingue en français et en version originale. David Meulmans est le président des éditions Aux Forges de Vulcain. Normalien, docteur en philosophie, il est spécialiste des questions de créativité. Aurélie Thiriat-Meulmans est maître de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne, traductrice, docteur en littérature anglaise et auteur de nombreux articles sur la poésie romantique anglaise. Bienvenue, je suis David Meulmans, éditeur aux éditions Aux Forges de Vulcain et je suis accompagné aujourd'hui d'Aurélie Thiriat-Meulmans qui est universitaire spécialiste de littérature de langue anglaise. Tu es universitaire dans quelle université, Aurélie ? À l'Université de Picardie Jules Verne. Bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, on continue notre exploration de l'œuvre du grand écrivain américain Luc Reinhardt, connu surtout pour L'Homme D, qui était son premier roman, succès international depuis 1971, publié initialement aux États-Unis en 1971, en 1973 aux éditions du Seuil, et qui depuis 2018 est publié aux éditions Aux Forges de Vulcain dans une belle traduction de Francis Guèvremont. Aujourd'hui, on va vous parler d'un deuxième roman de Luc Reinhardt, un peu moins connu, mais qui est en fait mon roman préféré de Luc Reinhardt. Tu le savais ça, Aurélie ? Non, je ne le savais pas. Bien, et ben je vais te dire pourquoi c'est mon roman préféré de Luc Reinhardt. En fait, c'est un roman qui s'appelle Vent Blanc, Cavalier Noir. C'est un roman qui se passe dans un Japon imaginaire du XVIIIe siècle et c'est une sorte de récit de KPDP. Il y a des petits moments drôles, mais ce qui est assez étonnant et ça distingue ce roman au sein de l'ensemble de l'œuvre de Reinhardt, c'est que c'est un roman qui n'est pas une satire évidente. Puisqu'en fait, une des lignes de force de toute l'œuvre de Reinhardt, c'est que c'était un très grand satiriste. Je l'ai souvent comparé à une sorte d'héritier lointain de Mark Twain, que les gens connaissent peut-être comme l'auteur de Huckleberry Finn. Mais Reinhardt, c'est un auteur assez fascinant, qui est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un grand auteur américain, et peut-être un des derniers grands auteurs américains. En fait, il y a deux raisons. D'une part, c'est un auteur qui est extrêmement cultivé, qui est très lecteur de littérature mondiale et de littérature européenne. C'est d'ailleurs un très grand lecteur, par exemple, de Kafka, puisqu'il avait fait son mémoire de littérature sur Kafka dans les années 50 à l'Université de Columbia. Et l'autre caractéristique qui fait pour moi de Reinhardt un grand auteur américain, c'est qu'en fait il a publié tous les 4 ou 5 ans un roman, de 1971 à 2018, et à chaque fois il change complètement de genre. C'est un auteur qui, par élégance et aussi par goût, refuse de servir les mêmes plats à chaque fois à ses auteurs, il ne se répète pas, mais il y a une vraie unité de ton qui est souvent autour de la satire. Mais il y a une autre ligne de force dans son œuvre, c'est la réflexion philosophique de Reinhardt. Reinhardt est un auteur philosophant. Alors ses romans sont toujours passionnants, ses romans sont écrits comme des vaudevilles, sont très drôles, il y a beaucoup de mouvements, mais il y a un fond philosophique dedans. Et ce fond philosophique lui vient de ses études à l'Université de Columbia. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'Université de Columbia ? L'Université de Columbia, c'est une des grandes universités américaines situées à Manhattan, où ont étudié de grands écrivains, notamment Luc Reinhardt. Luc Reinhardt et Ursula K. Le Guin.
dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Pour la petite histoire, Ursula K. Le Guin et Reinhardt ont été dans la même classe, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ils avaient 3 ans d'écart. Ursula était née en 29 et Le Guin... Elle n'utilisait pas de pseudo, contrairement à George Cracroft. Voilà, c'est ça. C'est la même personne, Ursula et Le Guin. Ursula est née en 29 et George/Luc était né en 1932. Oui. Mais la philosophie qu'on voit à l'œuvre dans Vent blanc, noir cavalier, c'est une philosophie très orientale. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui intéressait Luke Reinhardt dans ses philosophies ? Eh ben, je te remercie de cette question. En fait, dans les années 50, beaucoup d'étudiants américains sont exposés à des philosophies d'Orient, du Moyen-Orient et de l'Orient. Reinhardt va être exposé au soufisme, qui est un courant mystique de l'islam, mais il va aussi être exposé au Renzai. Alors le Renzai, nous on le connaît plus sous le terme de zen, c'est quelque chose qui nous est à peu près familier pour nous. Le zen, c'est une école de pensée japonaise qui est héritière en fait d'un courant bouddhiste né en Inde, transformé par la Chine, passé au Japon au IXe siècle, lors de la période de Nara, et qui en fait va subir ou traverser une réforme au XIVe siècle, à travers notamment l'œuvre d'un poète et philosophe moine bouddhiste qui s'appelait Ikkyu. Et Ikkyu, c'est parmi les références de Reinhardt, ça fait partie des auteurs que Reinhardt découvre à l'université. Donc Reinhardt est fasciné par le zen. Et en fait, on voit en quoi le zen, ça rejoint quelque chose d'important de Reinhardt, puisque le zen prône le détachement de toute chose, le renoncement à beaucoup de choses, et c'est une manière fondamentalement de calmer l'angoisse existentielle extrême que peut ressentir un jeune Américain comme Reinhardt. Le D qu'il y a dans l'homme D soigne, mais le détachement qu'on trouve dans le zen soigne aussi. Oui, et j'ai envie de dire que effectivement, si Vent blanc, noir cavalier est un roman très inhabituel dans le reste de l'œuvre de Reinhardt, il y a justement en fait en commun, je pense, entre la satire et le zen, la mise à distance. Voilà, qu'on retrouve vraiment comme une ligne de force dans toute son œuvre. Oui, exactement. Et ce souci, en fait, de détachement va prendre une tournure beaucoup plus grave dans ce roman. Alors, je vous ai toujours pas dit, là, je vous raconte comment on arrive à ce roman. Alors, dernière petite anecdote, en fait, c'est que je vous ai raconté dans un précédent épisode que Reinhardt habitait à Majorque dans les années 60 et au début des années 70. C'est là où il écrit L'Homme D. Et parallèlement à l'écriture de L'Homme D, on voit dans son journal qu'il prépare un essai sur le zen. Il veut, de tout ce qu'il a appris pendant presque 20 ans sur le zen, faire un essai à destination des lecteurs américains. Et il vend les droits de L'Homme D. L'Homme D est un immense succès. Et à ce moment-là, ce qu'on lit dans le journal de Reinhardt, puisque Reinhardt, pendant presque 40 ans, a tenu un journal intime, c'est qu'il se dit « Mais un essai, ça ne rencontrera jamais son public, je vais en faire un roman. » Un roman sur le zen. Mais comment faire ça ? Eh bien, il s'avère qu'il a l'occasion, à cette occasion, de voir un film, un classique du cinéma japonais, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, sorti initialement en 1954. Immense film épique de plus de 3h40 où 7 samouraïs viennent au secours d'un village de paysans harcelés par des brigands. Et il se dit, j'ai une idée, écrire sur le zen, j'ai un canevas, c'est-à-dire une sorte de récit japonais, et il se met donc à écrire Vent blanc, cavalier noir, qui raconte l'histoire de 2 moines qui sont en forêt, sous la neige. Il faut voir, on est vraiment dans une estampe japonaise, dans du japonisme. Et ils sont réveillés la nuit par une jeune femme qui arrive, et en fait, elle a fui son fiancé. Et son fiancé, c'est un samouraï extrêmement violent qui va arriver avec toute sa soldatesque avec lui pour la récupérer. Ça va être un récit d'amour, d'amitié, de poésie, de réflexion sur la mort imminente. C'est un huis clos, c'est un grand roman d'aventure, et c'est un roman philosophant. Et Aurélie, est-ce que tu peux nous en lire l'incipit en français dans sa traduction de Francis Guèvremont ?
Dans les montagnes qui s'élèvent au-dessus de la ville de Samika, un peu au nord du col de Kibo, se trouve un petit temple bouddhiste abandonné, et qui était déjà abandonné à l'époque. Les voyageurs y trouvaient refuge contre le climat rigoureux de ces sommets, où les hivers sont très longs et la neige très abondante. Parti 10 jours auparavant, le poète Oboko se rendait en pèlerinage au monastère de la baie de Numi, non loin de Samika, afin d'y voir son ancien maître Eno. C'était un jeune homme de 24 ans, de taille moyenne, sec et musclé. Son corps avait subi pendant de longues années un entraînement spirituel et physique qui lui avait donné force et discipline. Il avait ainsi entrepris ce long pèlerinage de plus de 150 lieues, sans y voir une épreuve plus difficile qu'une promenade après le déjeuner. Toute la matinée, il avait vu avec une certaine appréhension de sombres nuages s'accumuler dans le ciel au-dessus des montagnes. Vers midi, les premiers flocons avaient commencé à tomber et il avait pressé le pas. D'épaisses couches de la neige tombée au cours de l'hiver couvraient encore les vallées et le fond des ravins, cachant souvent la surface gelée des ruisseaux qui traversaient le sentier et dont les murmures secrets annonçaient le printemps. Quand il atteignit le point le plus au nord du col, à l'heure du crépuscule, un blizzard violent hurlait depuis plus de 4 heures. Il était épuisé. Les yeux à demi fermés pour se protéger des assauts douloureux du vent qui projetait la neige dans son dos, il avançait anxieusement sur le sentier, simple échancrure entre rocs et pins, espérant à tout moment trouver le temple pour s'y réfugier. 2 heures plus tard, le vent se calma, la neige tomba moins drue, si bien que parfois la demi-lune apparaissait entre les nuages pour éclairer son chemin. Il aperçut la masse sombre d'un bâtiment. Il poussa l'antique porte de bois, la referma derrière lui. Dans l'obscurité, il respira par le nez afin de détecter les odeurs dans la pièce. Il remarqua immédiatement une faible trace de fumée, puis discerna à l'autre bout de ce grand hall une légère lueur rouge, les restes d'un feu. La neige entrait en volute par les fenêtres ouvertes le long du côté extérieur du temple et se déposait sur le plancher glacé pour former de jolis petits cônes. On n'entendait que le grincement d'une vieille corde, peut-être attachée à un vieux gong, le gémissement intermittent d'un volet à l'arrière du temple, que le vent faisait pivoter et qui heurtait le mur, et le vent lui-même, qui se jetait contre l'ancienne construction et la traversait en hurlant. Et maintenant, les mots de Reinhardt en anglais. In the mountains high above Samika, just to the north of the Kibo Pass, lies a small Buddhist temple, abandoned now, as it was then, but used by travelers for shelter from the snows, which fell there month after month through the long winter. The poet Oboko had been journeying alone for 10 days on his pilgrimage to see his old master Eno, in the monastery beyond Samika on Numi Bay. He was then a young man of 24, of medium height, very wiry and compact. His body had been disciplined to a sharp edge of fitness and strength by many years of physical and spiritual discipline with Master Eno, permitting him to undertake the 400 miles of his pilgrimage with no more thought of hardship than he might have had during an afternoon walk. He had watched uneasily the clustering of dark clouds throughout the morning, and at noon, as they released their first tentative flakes, had increased his pace. The winter's accumulation of snow already lay deeply in the low spots and gorges, often obscuring an ice-covered mountain stream that skirted the path, a stream whose low murmur of spring could already be heard. By the time he reached the northern point of the pass, at dusk, a blizzard had been raging for 4 hours and he was exhausted. Squinting painfully through the snow that flung itself across the sky at his back, he followed anxiously the indentation through rocks and pine that he hoped led to the temple and shelter from the storm. 2 hours later, when the snow was falling more gently and a half-moon occasionally broke through the clouds, he finally saw the dark blur of a building. He pushed open the ancient wooden door and, after closing it, sniffed for significant odors in the room.
As he was noting the faint smell of smoke, he saw at the far end of the room a tiny red glow, the remains of a small fire. Swirls of snow were blowing in through unboarded windows along one side of the room and gathering in lovely conical forms along the frozen floor. The only sounds were the creaking of some old rope, possibly attached to an old gong, the occasional ache and slap of a shutter banging in the back of the building, and the noises of the wind hurling itself over, against and through the old temple. C'était donc Vent blanc, noir cavalier, dont nous avons entendu Aurélie Thirion-Melmans lire la traduction française par Francis Guèvremont et le texte original de Luc Reinhardt, un texte publié aux éditions Aux Forges de Vulcain. Vous venez d'entendre un extrait de Vent blanc, noir cavalier de l'écrivain américain Luc Reinhardt, traduit par Francis Guèvremont, lu en français puis en anglais dans sa version originale par Aurélie Thirion-Melmans. Demain, vous pourrez suivre un troisième et dernier épisode de cette série consacrée à Luc Reinhardt, préparée et mise en voix par David Melmans et Aurélie Thirion-Melmans. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.